Bonjour, si je vous parle d'Emmanuel Maignan, très certainement, vous ne savez pas de qui il s'agit. Et pourtant, il est l'un des esprits les plus importants de son époque, en particulier pour la province toulousaine. Il s'inscrit dans ce contexte très particulier de bouillonnement scientifique qu'est le XVIIe siècle. Ce qu'ont appelé les contemporains la révolution scientifique, dont le cœur se trouve en Italie, avec les travaux très controversés de Galilée. Ce qu'a de particulier cette époque, c'est qu'elle n'hésite pas à remettre en question les savoirs scientifiques sur lesquels l'Église catholique appuie son dogme. Ce sont en particulier les principes aristoïciens qui vont être progressivement substitués par l'expérimentation, totalement opposée aux principes aristoïciens qui se basent sur l'observation. Cette vague dont le cœur se trouve en Italie va progressivement s'étendre en Europe et en particulier à la France. Emmanuel Maignan fait partie de cette vague de scientifiques qui vont adhérer à ces nouveaux principes se basant sur l'expérimentation. Mais il comporte une certaine caractéristique, à savoir que couplé à ce savant qu'il est, il est également un homme d'église. Né le 17 juillet 1601 à Toulouse, il fait ce que l'on appelle à cette époque ses humanités, au collège jésuite de la ville. En novembre 1618, il prononce ses premiers vœux et est en passe de devenir minime, ordre religieux qui, à l'instar des jésuites, sont très concernés par les questions scientifiques au sein de l'institution ecclésiastique. Durant 6 ans, il va suivre des enseignements philosophiques et théologiques au couvent Saint-Roch de la ville de Toulouse. Il s'y singularise en s'éloignant des principes aristoïciens pour y préférer une physique fondée sur l'expérimentation, à l'image de Kepler, Galilée ou encore Copernic. Il est ordonné minime en 1625, mais décide de demeurer au même couvent en tant que maître de mathématiques, charge qu'il assurera pendant 11 ans. Son enseignement est considéré comme original puisqu'il s'appuie sur ses propres conceptions scientifiques, à savoir la recherche et l'expérimentation comme voie de connaissance. L'un de ses anciens élèves, le père Plumier, nous raconte qu'il leur faisait faire des figures en bois complexes dont ils étudiaient les propriétés par la suite. Il acquiert une telle réputation à Toulouse que cela lui permet d'avoir de nombreuses opportunités, comme en 1638, le fait d'être appelé pour diriger un collège du couvent de la Trinité des Monts à Rome, qu'il accepte. C'est à cette occasion qu'en 1642, il réalise la très célèbre Anamorphose de la Trinité des Monts de Rome. C'est une œuvre qui mesure 18 mètres de long. On parle alors de poétique mathématique. Ce qu'a de particulier cette anamorphose, c'est que de prime abord, on y voit un entremêlement de lignes, un paysage aux articulations décousues, dont le secret se livre avec une simple clé, un déplacement latéral qui révèle alors tout le mystère. On y discerne alors le fondateur, la figure du fondateur de l'ordre des Minimes, François de Paul. On y entreaperçoit également toutes ces pérégrinations aussi bien terrestres que spirituelles qui l'ont mené à créer cet ordre. Cette anamorphose est le fruit d'un alliage complexe entre un savoir scientifique, s'appuyant sur de la géométrie, associé à de l'art. La venue d'Emmanuel Maignan à Rome n'est pas le seul signe, le seul fait d'un savoir scientifique, mais également celle d'une production littéraire intense, avec notamment la Perspectiva Horaria, ouvrage gnomonique rédigé en 1648, considéré alors comme un ouvrage majeur 2 ou 3 siècles plus tard. Emmanuel Maignan quitte Rome en 1650 pour retourner dans sa ville natale, Toulouse, et de nouveau reprendre son service en tant que professeur de mathématiques dans le même couvent. Il réussit à intégrer le très secret cercle des lanternistes de Toulouse, dont le but est d'éclairer le monde de leur savoir. Le cercle ainsi qu'Emmanuel Maignan sont très souvent sollicités par les aristocrates de la ville pour animer de nombreux débats intellectuels ou bien religieux ou encore scientifiques. Gaspard de Fiebé, président du Parlement de Toulouse à cette époque, fait notamment beaucoup appel à Emmanuel Maignan pour animer ses propres débats chez lui. L'attrait d'Emmanuel Maignan pour la ville de Toulouse est tel qu'en 1660, lors de la venue de Louis XIV dans son cabinet, il refuse l'offre de celui-ci de venir avec lui à la capitale, faire profiter les Parisiens de son savoir scientifique. Ce grand scientifique s'éteint le 29 octobre
1676 à l'âge de 75 ans, dans la ville qu'il a tant chérie. Mais j'ai encore une question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui détermine le fait qu'un scientifique obtienne une grande renommée? Est-ce par les avancées faites de son vivant? Ou bien peut-on dire que c'est grâce à la pérennité de son œuvre qu'il l'obtient? Dans le premier cas, Emmanuel Maignan a permis à la ville de Toulouse de se doter de son premier instrument astronomique et d'observation, à savoir une simple méridienne tracée dans l'église conventuelle de la ville. Mais on peut également parler de sa très célèbre anamorphose, qui est une prouesse géométrique aussi bien qu'artistique. En ce qui concerne la pérennité de son œuvre, bon nombre de savants se sont appuyés sur ses recherches dans leurs propres thèses. C'est le cas notamment de Jean Saguins. Mais bien plus important encore, en novembre 1703, des années après la mort d'Emmanuel Maignan, le journal des savants publie un article saluant le travail, l'audace et le courage d'Emmanuel Maignan d'avoir osé être contre les conceptions aristoïciennes et même le prôner. Emmanuel Maignan est à l'image de ce siècle très paradoxal qui oscille entre foi et raison, tradition et vérité. Il a su promouvoir sa propre vision du monde en s'appuyant sur une science expérimentale sans pour autant mettre en danger l'idée de Dieu. C'est tout pour cette vidéo sur l'énigmatique Emmanuel Maignan. J'espère qu'il vous aura autant passionné que moi. Je vous laisse en barre d'informations une bibliographie autour d'Emmanuel Maignan, nombre d'articles parlant de lui ou alors du contexte dans lequel il a évolué. Je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.